Sur la première, 7h36, sécheresse, inondations, ouragans, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles poussent chaque année des millions de personnes à quitter leur pays. Avec d'autres, la Suisse entend bien renforcer la protection de ces gens. C'est le but de ce qu'on appelle l'initiative Nansen, lancée il y a 3 ans par Berne et Oslo, et qui vise à combler le vide juridique en la matière. Plus de 100 pays se réunissent à Genève en ce début de semaine pour achever une série de consultations sur cette initiative Nansen, soit voilà un terme qu'on appelle agenda pour la protection des personnes déplacées dans le contexte des catastrophes et le changement climatique. Ça, c'est le contexte. On va voir comment procéder avec notre invité. Le plaisir de vous recevoir, Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne. Vous êtes philosophe de formation. Dans cette crise migratoire qui prévaut, là, on parle des déplacés, des réfugiés de guerre. On a tendance à l'oublier, mais une personne déménage chaque seconde. Là, on n'est pas dans la guerre, mais pour des raisons climatiques. On a relevé le chiffre, ça fait 26 millions de réfugiés climatiques chaque année. C'est 3 fois plus que les personnes déplacées par la guerre. Est-ce qu'il faudrait dire que la plus grande guerre, c'est le climat, Dominique Bourg ? Ça a déjà été dit, c'est probablement le cas. Effectivement, les conséquences là sont sur un temps extrêmement long, certaines peuvent être brutales, c'est le cas des événements extrêmes, etc. D'autres, comme la montée des mers, la salinisation des nappes côtières, on est sur quelque chose au plus long cours, de tout à fait progressif. Alors cela dit, dans ces réfugiés environnementaux climatiques, il y a beaucoup de déplacés intérieurs en quelque sorte. Donc ils partent pour aller ailleurs dans leur propre pays. Dans leur propre pays, c'est probablement quand même la dominante. Oui, c'est la dominante. Est-ce qu'il y en a qui vont essayer d'aller dans d'autres pays? Des migrants climatiques qui ne sont pas protégés par la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. On parle beaucoup de réfugiés. Est-ce que ça, c'est une lacune d'importance? Est-ce qu'il faudrait, selon vous, changer ça? Alors écoutez, c'est précisément la volonté au travers des accords Nansen, mais là on serait plutôt dans des accords bilatéraux. Et effectivement, on est face à un vide juridique, c'est-à-dire qu'en 51, il n'était pas question de changement climatique. Le mot écologie existait à peine d'ailleurs à l'époque. Le mot, il remonte au 19e siècle, mais oui. Effectivement, son emploi dans le contexte de ce type-là, effectivement, n'était pas là. Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc on n'a pas du tout pris ce genre de choses en considération. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est si on se projette sur un temps long, on va avoir affaire à une problématique des réfugiés qui va être très très originale. Premièrement, on va avoir des réfugiés qui vont voir la base physique de leur territoire, c'est le cas des petites îles du Pacifique. Les Kiribati, par exemple. Kiribati, ouais. Tuvalu, mais même les Maldives, etc. Donc c'est un phénomène alors totalement inouï, ça n'a jamais existé, que les bases physiques d'un pays disparaissent. Donc là, c'est, si vous voulez, déjà un marqueur important. Autre chose, je viens de vous le dire, on va être sur un temps très très long, en ce qui concerne les catastrophes naturelles, évidemment, ce sont des événements brutaux, mais on va avoir aussi des dégradations au plus long cours. Par exemple, tout ce qui concerne la montée du niveau des mers, c'est d'ailleurs en plus une chose qu'il est très difficile de modéliser parce que, il y a effectivement la dilatation de l'eau par la température, mais ce qui va jouer énormément, c'est la fonte des grandes masses glaciaires. L'île Landis du Groenland, l'Antarctique, et là, on ne sait pas modéliser. Donc, on a des incertitudes très très fortes. Sur le climat lui-même, on a des incertitudes très très fortes. On ne sait pas du tout, le GIEC d'ailleurs n'intègre même pas, si vous voulez, les relargages de CO2 et de méthane dû à la glace qu'ils font. Voilà, avec la fonte le dégel du permafrost. La partie en surface du sol qui est gelée. Par exemple, en termes de CO2, on estime que dans les sols, vous avez 3 fois la quantité contenue dans l'atmosphère. Donc, et ça, le GIEC ne l'intègre pas dans ses calculs? Non, on ne sait pas modéliser ces choses-là. Si vous voulez, la recherche, c'est quand même toujours un petit peu l'histoire du réverbère. On va regarder ce qu'on sait, voir. Maintenant, il y a des choses qu'on ne sait pas modéliser. Alors, le GIEC sait qu'il ne sait pas modéliser, sait que ces choses-là ne sont pas prises en compte, mais ça peut faire varier énormément, si vous voulez, les fourchettes qu'on nous donne aujourd'hui en termes d'élévation de la température. Donc on est face quand même à des incertitudes qui ne sont pas mineures sur un phénomène très long, et surtout, effectivement, il faut bien voir que quand on va rentrer dans le dur, dans ces choses-là, dans quelques décennies, eh bien, la question des réfugiés va se poser dans un contexte très différent. C'est-à-dire qu'on l'a toujours posé, la question se pose pour un État stable, maître de lui-même, et puis à partir de là, vous voyez les difficultés que ça pose déjà aujourd'hui dans ce cas-là, on peut envisager l'acceptation de tel ou tel quota de réfugiés. Maintenant, si franchement on va un peu loin dans le changement climatique, vous allez avoir beaucoup d'États, y compris au nord, qui vont
être déstabilisé. Ouais. Et donc la question des réfugiés va aussi se poser dans un contexte très original. Et gouverner, c'est prévoir, Dominique Bourg. Est-ce qu'il ne faut pas déjà maintenant, en 2015, pour dans 50 ans, avoir une base juridique pour statuer sur cette notion de réfugiés climatiques, sachant que la population dans certains pays augmente, qu'on y viendra, le problème est aussi démographique. Est-ce qu'il vaut la peine de statuer sur le plan juridique pour cette question-là, dont vous dites qu'elle est effectivement très aiguë? Alors oui, elle est très aiguë, elle va le devenir, et puis elle est encore une fois, elle se déploie sur un temps très très long. Maintenant oui, c'est effectivement une très bonne chose de s'y prendre à l'avance, d'essayer d'envisager des réponses. On a tout intérêt à le faire. À partir du moment où on est surpris face à un phénomène, en général, on réagit pas toujours très très bien. On le voit bien avec la question des migrants aujourd'hui, pourtant qui était un petit peu prévisible. Enfin bon. Même beaucoup, oui. Oui, oui. probablement, oui. Le Kiribati, on évoquait les Kiribati. La Nouvelle-Zélande a récemment renvoyé au Kiribati un habitant de cet archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux. Il a beaucoup médiatisé son cas avec sa famille. Il voulait devenir le premier réfugié climatique officiel. Il s'est battu pendant 4 ans, cet homme-là, pour devenir le premier réfugié climatique. Il a été rejeté par la Nouvelle-Zélande. C'est quoi? C'est un pays qui n'a pas le sens de l'histoire, la Nouvelle-Zélande? Non, la question, vous savez, la question des réfugiés est une question extrêmement délicate. Elle est très politisée à l'interne. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur un cas symbolique. Et effectivement, la signification de l'histoire, c'est que c'est un symbole. Tuvalu n'est pas envahi par les eaux pour le moment. Cela dit, ce qu'il faut bien voir avec la question de ces îles, c'est pas le moment où elles seront envahies par les eaux qui va être délicat. La phase très très délicate, c'est lorsqu'on est sur une position tangente, c'est-à-dire que dans le quotidien, il n'y a aucun danger à rester. Et là, vous pouvez avoir une conjonction d'événements très particuliers qui fait qu'une partie de l'île peut être débordée par les eaux. Et là, effectivement, on pourrait être face à une catastrophe naturelle majeure. D'où effectivement aussi pour les habitants le fait d'essayer de trouver des solutions à l'avance, c'est-à-dire de ne pas être contraint à migrer dans une situation de ce type. Parce que là, effectivement, en général, qu'est-ce qu'on va voir? Les frontières se refermer. Si en revanche, on a un processus continu d'intégration des gens, évidemment, les choses se passent d'une façon très, très différente. Et alors, avec le changement climatique, on est quand même sur quelque chose qu'on peut, je ne l'ai dit, pas totalement prévoir, je viens de le rappeler, mais enfin, quand même, il y a des choses qui sont prévisibles, il y a une part physique, il y a des paramètres physiques qu'on peut connaître, qu'on peut anticiper. Et là, on aimerait bien que, du côté des politiques, il y ait aussi un minimum d'anticipation. Le fait qu'on ne veuille pas, parce que ça n'est toujours pas prévu dans cette initiative Nansen, qu'on ne veuille pas reconnaître ce statut de réfugié climatique, ça veut dire quoi? Qu'on ne perçoit pas tous les problèmes? Les politiques n'ont pas véritablement conscience jusqu'au bout de ce qui est en train de se passer? Non, le problème c'est que comme il y a un certain nombre d'incertitudes, si vous pouvez par exemple accorder juridiquement un statut, et puis les événements peuvent faire que d'un coup vous pouvez avoir une masse de migrants potentiels, donc si vous avez défini le statut, vous serez bien obligé au moins dans un premier temps de les accepter. Donc je pense qu'il y a une espèce de frilosité, je suppose qu'il y a une frilosité parce que comme on est sur un phénomène inouï, qui ne s'est jamais produit, on a peur de surprises majeures, ce qui n'est pas complètement absurde. Et donc, du coup, c'est très, très difficile dans une situation comme ça de prendre une sorte d'engagement à l'avance. On est dans un paradoxe. À la fois, il faudrait absolument anticiper et en même temps, comme on anticipe dans un contexte d'incertitude, et c'est clair que ça rend beaucoup plus frileux. Donc, c'est pas de la méconnaissance, c'est de la frilosité avant tout, hein, selon vous? Oui. Si, je pense que justement, c'est ce que je suis en train de dire, si vous voulez. C'est-à-dire que comme on est dans une situation totalement inouïe, et il est normal de chercher à anticiper, mais en même temps, vous ne pouvez pas totalement anticiper. Vous ne pouvez pas écarter la possibilité de surprise d'événements majeurs. Ce qu'on sait du changement climatique, c'est qu'il ne sera pas linéaire. Donc on peut très bien avoir sur une décennie une accélération du phénomène, avec donc du coup peut-être des conséquences migratoires importantes. Et si vous avez défini à froid et comme ça, de manière totalement abstraite, un statut de réfugié assez généreux, vous pouvez être confronté à des difficultés politiques immédiates. Mais je crois que c'était votre collègue philosophe Jean-Pierre Dupuy qui disait il faut un catastrophisme éclairé. Non, on est là-dedans. Donc là, on n'y est pas. Non seulement on n'y est pas, mais je dirais que la tendance en Occident, de façon générale, c'est même un peu un gag aujourd'hui, parce que franchement, le devenir de l'époque est quand même un peu trouble. Eh bien, comment dire,
le tropisme naturel de l'occidental moyen, c'est nos catastrophes. Oui. Mais le catastrophisme éclairé, c'est une notion très intéressante. Il faudrait ça, c'est-à-dire qu'on sait que ça va se produire et on se donne les moyens de pouvoir y réagir le cas échéant. Alors le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuy, c'est très clair, c'est-à-dire que c'est une façon un peu détournée de lutter contre un prisme psychologique du style autruche qui fait qu'on ne veut pas voir les difficultés. Là, on est plutôt autruche. Oui, alors c'est moins qu'on puisse dire. Là, du coup, au contraire, on essaye d'imaginer que des événements dramatiques sont quasi inévitable pour qu'on se mette dans la situation d'être confronté à ces événements. Pour autant qu'il y ait un petit epsilon, comme dit Jean-Pierre Dupuy, qui nous permettrait quand même de réduire soit la catastrophe, soit sa hauteur en tout cas. Oui, et quand on parle de mer, la hauteur est une notion qu'on peut comprendre. En l'occurrence, je vous le rappelle, justement sur ce plan-là, on est face à certaines incertitudes. On ne sait pas modéliser le cours des grandes masses glaciaires. Cela dit, Dominique Bourg, on parlait de démographie. Est-ce que la première raison de cet afflux toujours croissant de réfugiés, avant les données climatiques, c'est pas la donnée d'ordre démographique? S'il y a plus de réfugiés climatiques, c'est tout simplement parce que la population a augmenté, qu'elle s'est concentrée dans des villes situées dans des zones à risque. Est-ce que c'est pas d'abord ça le premier facteur? Le premier facteur, effectivement, en matière d'environnement, alors, il y a deux facteurs déterminants. L'un est la démographie, l'autre est le niveau de vie, le niveau de consommation, si vous voulez, des individus. Bon, mais le facteur démographique est un facteur déterminant. C'est clair que... La population a augmenté de 100% depuis les années 70, la population mondiale. Oui, on en est à 7 milliards 500 millions, je crois. On attend à peu près 1 milliard de plus d'ici à 2025 et entre 9,5 et 10 milliards en 2050. C'est énorme, c'est un surcroît gigantesque de population. Vous pensez que le processus de migration climatique n'en est qu'à ses débuts dû à cette démographie, justement? Alors, le processus, il en est évidemment qu'à ses débuts, parce que pour le moment, on n'est pas confronté, par exemple, si vous voulez, dans les conséquences possibles, on a les catastrophes naturelles, ça vous l'avez rappelé, et moi j'ai le chiffre entre 2008 et 2012, on avait 142 millions de personnes déplacées pour des questions de catastrophes naturelles. Oui, ça faisait 26 millions par an, c'est ce qu'on disait. À peu près 26 millions par an. On a le problème, si vous voulez, de la montée des mers avec la salinisation des nappes côtières. Donc ça va rendre, si vous voulez, des aires côtières dépourvues d'eau douce. Et on a tout ce qui relève du stress hydrique. Ça peut être la ville de Lima qui, dans quelques années, verra les glaciers qui la nourrissent en eau disparaître. Il y a des régions qui vont devenir plus arides qu'elles ne le sont. Donc voilà à peu près, si vous voulez, les trois cause générale de déplacement potentiel des populations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, encore une fois, on n'est pas face à un phénomène linéaire, on est face à un phénomène irrégulier et qui aura tendance à s'intensifier dans les décennies qui viennent. On a peut-être des raisons d'espérer. Nous sommes à quelques semaines de la COP21, cette fameuse conférence de Paris sur les changements climatiques. Les changements climatiques qui sont à l'origine évidemment de ce qu'on appelle l'augmentation de l'effet de serre, qui lui-même produit tous ces effets, et notamment la montée des mers. Est-ce que cette conférence qui s'ouvre le 30 novembre prochain est pour vous, on vous a déjà posé la question, une raison d'espérer aujourd'hui ? Alors, raison d'espérer... Vous prenez une grande inspiration, Dominique Bourg, je le signale, pour ceux qui ne vous voient pas. Pas totalement, enfin. Pour l'heure, il y a eu un petit progrès il y a une quinzaine de jours. Pour l'heure, si on regarde les engagements qui ont été remis par les différents États, on en serait à 2,7 degrés à la fin du siècle. Contenir à 2,7 degrés, ce serait ça, oui. On en est là. L'objectif, c'était quand même d'éviter un réchauffement à 2 degrés. Alors, contrairement à ce qu'on peut dire parfois, si vous voulez, les 2 degrés, évidemment, il y a un aspect administratif, en quelque sorte, dedans. Arbitraire. Oui, mais relativement, si vous voulez. Arbitraire, un petit peu comme à partir de combien de cheveux vous êtes chauve. Je vous mets au défi de me donner la réponse. Je me pose tous les jours la question. Oui, ça ne vous empêche pas de reconnaître un chauve dans la rue. Et bien, si vous voulez, les 2 degrés, c'est un peu de cet ordre-là. Effectivement, on peut toujours ergoter sur quelques dixièmes. Mais grosso modo, 2 degrés de plus, c'est le tunnel de variation de température qu'on a connu avec l'alternance pendant plusieurs millions d'années d'âge glaciaire et d'interglaciaire. Oui. Et donc en fait, si on dépasse, encore une fois, grosso modo ces 2 degrés, ça veut dire qu'on sort du tunnel de variation auquel l'ensemble des espèces de la Terre qui n'ont cessé de migrer entre ces âges glaciaires et interglaciaires, on sort du tunnel de variation des températures auquel l'ensemble du vivant est adapté. Donc très franchement, c'est quand même pas un très bon signe. Donc même encore une fois, si on peut ergoter sur ce chiffre, c'est une fourchette intéressante. Alors cela dit, les 2 degrés, enfin attendons, c'est plié. Enfin je veux dire, on ne pourra pas. C'est le scénario RCP2 du GIEC, ça veut dire qu'il faudrait stabiliser en 2020 et ensuite baisser par an nos émissions de 5%. Un objectif
très quasi intenable, si vous voulez. Donc effectivement, on sera probablement peut-être à 2,7, j'en sais rien, 2,8. Encore une fois, sans tenir compte de ce que j'ai rappelé tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire l'incertitude liée à la fonte du pergélisol. Et à la réinjection de CO2 dans l'atmosphère. Ouais. Voilà, et de CO2 en masse et aussi un petit peu de méthane, qui a un effet de forçage plus important. Et à quoi que ça CO2. sert alors de se réunir, de faire des grands raouts, de faire attendez. des conférences préparatoires, de fixer des objectifs, etc. Tout ça n'est que fumisterie Non, politique, pas du tout. Absolument pas. Non. Alors, on peut pas dire ça. Entre le fait, si vous voulez, de ne pas arriver à tenir un objectif qui était celui de la Convention cadre sur le changement climatique signée en 92, et puis le fait de laisser dériver les émissions, ce n'est pas la même chose. Ce processus permet qu'on ne laisse pas dériver trop les émissions. C'est déjà quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de critiquer, de dire que ce processus ne sert à rien. Ça serait faux. C'est un processus long, difficile, mais qui, si vous voulez, qui est piégé et par certaines incertitudes et surtout par la lenteur. C'est-à-dire que imaginez qu'un accord était signé en décembre 2009 à Copenhague et qu'on l'ait mis en œuvre en 2016, eh bien à l'époque, il suffisait entre guillemets, de baisser de 3% par an nos émissions, de stabiliser en 2016 pour atteindre cet objectif des 2 degrés. C'était pas totalement impossible. Sauf que c'est exponentiel. Voilà, alors, c'était pas totalement impossible. Donc, en d'autres termes, première chose, ce processus ne sert pas à rien. Effectivement, il n'est pas à la hauteur des enjeux, mais quand même, il peut peut-être éviter le pire. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce processus est sous forte tension temporelle. Chaque négociation qui échoue, ou chaque négociation dont les résultats sont trop timides, nous éloigne définitivement de l'objectif. Les sondages valent ce qu'ils valent. Cela dit, je peux quand même, vous l'avez peut-être vu, citer ce sondage issu de notre dernier baromètre. On a des élections dans quelques jours, Dominique Bourg. La question environnementale, elle est sortie maintenant des 5 préoccupations majeures des Suisses dans la perspective de ces élections. Il y a d'autres préoccupations, migration, etc., AVS. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est un trait anthropologique classique. Les hommes ne se préoccupent jamais que de ce qu'ils peuvent voir, de ce qu'ils peuvent sentir. Mais ça se voit, il y a des glaciers qui fondent, il y a des éboulements, etc. Attendez, je vais sortir dans quelques minutes de ce studio, j'imagine pas que le ciel va me tomber sur la tête, je peux envisager de passer des vacances très sympathiques à Noël, cet été, et tout le monde en est là. Alors effectivement, il y a déjà des phénomènes extrêmement violents. Pensez par exemple à Haiyan en 2013 aux Philippines, vous avez des rafales de vent qui ont atteint les 379 km/h. On est très proche du souffle d'une bombe. Mais ça, c'est pas ici. Ça ne touche que quelques personnes. Et alors, malheureusement. Donc, on est face à cette difficulté qui est même, si vous voulez, infrapolitique, qui est anthropologique. On ne s'occupe vraiment que de ce qui nous touche. Donc, et c'est pourquoi le climat est un peu un piège. Parce que le jour où il nous touchera vraiment tous de façon systématique, ça ne sera pas très drôle et on ne pourra plus faire grand-chose. C'est ce qu'on appelle le mort kilométrique en journalisme. 50 morts à 200 km sont moins importants qu'un mort à côté de chez soi. Absolument. On connaît bien cette donnée.